38 jours, voilà le temps qu'aura pris la grève des agents des structures sanitaires au Mali. Mais alors qu'on voyait la situation empirer, un accord est intervenu entre les syndicats et le gouvernement, à en croire le porte-parole des grévistes, Jimé Kanté. Les négociations, elles, ont duré 48 heures. Ainsi, le gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta a fléchi et accordé la totalité ou presque des revendications des travailleurs. Pourquoi avoir laissé passer autant de jours avant de satisfaire aux exigences? La réponse pourrait-elle se trouver dans la nomination récente de nouveau Premier ministre? Est-ce le besoin d'assurer une fin de mandat dans un climat social des plus apaisés ou l'assurance que le président Ibeka ait toutes les chances de briguer un autre mandat à sa propre succession? Autant de questions, mais en attendant de connaître l'avis de nos invités sur ces différents sujets, Abdoulaye Idrissa Maïga, puisque c'est lui l'heureux élu au poste de Premier ministre, a constitué son équipe, 35 ministres au total pour la dernière année du mandat. Il n'en fallait pas plus pour provoquer l'ire des syndicalistes et de l'opposition qui estiment que le partage du gâteau national se poursuit malgré la crise générale que traverse le pays. Quid de l'absence de l'opposition ainsi que de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad à ce gouvernement? Mali, nouveau gouvernement, la présidentielle de 2018 comme objectif, la question sera posée. Ce sera donc notre débat du jour sur Angle de Vue. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Sans plus tarder, nos invités du jour. D'abord, Lamine Cissé, vous êtes écrivain, expert en communication politique. Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Face à vous, aujourd'hui, Ribert Label Adjovi, journaliste. Vous êtes spécialiste des questions internationales. Et bien, Label Adjovi, bonjour. Bonjour, Johannes Toano. Alors, les grévistes ont eu l'augmentation de 100% des primes de fonction, la prise en charge de l'assurance maladie des agents socio-sanitaires et leurs ayants droit, mais aussi le recrutement des contractuels du secteur de la fonction publique. Et bien, Label Adjovi, seule la lutte paye. Ah oui, la lutte paye, seule la lutte paye, et surtout lorsque on est en face d'un président qui, en 2018, cherche à rempiler pour un deuxième et dernier mandat constitutionnel. On peut comprendre que à un an de la fin de son mandat, qu'il ne se mette pas à dos la classe sociale. Donc je pense que c'est bon pour le moral. L'essentiel, c'est que il continue d'avoir une poursuite des négociations de telle sorte qu'on n'attende pas que les situations empirent pour apporter des solutions, puisqu'on a eu une grève illimitée presque pendant un mois dans le secteur de la santé. L'éducation avait pris le relais avec l'enseignement supérieur et puis l'enseignement primaire et secondaire. Tout cela n'est pas de nature à apaiser un pays. Il y a eu l'action de ce collectif Trop c'est trop. Je pense que tout ça, mis ensemble, a amené le gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta à lâcher du lest, et c'est tant mieux. Alors, Lamine Cissé, la question qu'on est en droit de se poser aujourd'hui, c'est pourquoi avoir perdu tout ce temps? Bon, je ne pense pas que le temps soit perdu, hein, puisque les négociations sont toujours menées ainsi. Il ne faut pas qu'on demande et puis on donne. Automatiquement. Mais le secteur de la santé, c'est un secteur extrêmement sensible. Et ce sont les populations les plus démunies qui bénéficient de ces soins-là. C'est la particularité en Afrique. C'est les secteurs qui sont laissés pour compte en général. Des secteurs à ébullition, c'est la santé et l'éducation. C'est dans tous nos pays, c'est comme ça. Ils ne sont jamais mis dans les conditions qu'il faut. Je crois que les gouvernements ne priorisent pas, ne donnent pas la priorité à ces secteurs-là. Et c'est des secteurs vraiment qui sont fondamentalement indépendants. Donc la responsabilité incombe au gouvernement du président Ibeka. Au gouvernement, parce qu'en fait, vous donnez des primes, vous payez bien les salaires, l'argent, ça reste où? Ça reste dans le pays. Absolument. Mais s'il s'agit d'amener certains opérateurs économiques qui viennent piller nos économies pour amener de l'argent à l'extérieur, c'est rapide. Mais quand vous investissez sur les êtres humains, c'est-à-dire que dans le secteur de la santé, prenez tous les gens qui sont en train de travailler. S'ils sont mis dans les bonnes conditions, l'impact sur le plan national, vous allez voir. L'impact
économique sur le plan national est extrêmement important pour la stabilité et le développement du pays. Mais je ne sais pas pourquoi on perd énormément de temps à cela. Alors, c'était la grève la plus longue de l'histoire du Mali dans le secteur de la santé. Et bien, la Diovi, aucune retenue ne sera faite sur le salaire des grévistes, selon les responsables syndicaux. Malgré cette grève-là, on a l'impression aujourd'hui que le gouvernement a lâché totalement du lest et accorde tout, finalement. Ah ben, le gouvernement a du moins tout intérêt à le faire, puisque les revendications, que ce soit dans le secteur de la santé, que ce soit dans le secteur de l'éducation notamment, sont des revendications réelles et non fantaisistes. Je prends juste pour ce qui est de la santé, lorsque il n'y a pas un bloc opératoire fourni, lorsqu'il n'y a pas du matériel pour soigner les populations, alors qu'il n'y a de richesse que d'hommes, vous vous rendez compte que les médecins et le personnel médical est paralysé. Ils sont là, ils sont chargés d'assurer vraiment la santé des populations. Ils ont prêté serment pour le faire. Et vous vous rendez compte, ils ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas les moyens pour le faire. Si ce n'est pas faire d'évacuation sanitaire en Occident, comme ça se passe généralement. Donc dans ces conditions, on voit les gens périr, surtout dans un pays en conflit, des gens blessés, mais qu'on ne peut pas soigner parce qu'il manque de moyens. Alors qu'au même moment, et je suis complètement d'accord avec mon co-débatteur, qu'on se retrouve dans une situation où on est capable d'investir des milliards dans des choses qui ne vont pas directement au profit des populations. Alors, les deux syndicats les plus puissants du pays, la MNCC, l'UNTM et la CSTM, avaient menacé de prendre le relais des syndicats du secteur de la santé et donnaient un délai d'une semaine maximum au gouvernement pour réagir et trouver une solution à la crise. Est-ce que c'est ce type de pressing qui a fait lâcher? Oui, exactement. C'est ce qui fait d'ailleurs les gouvernements prennent trop de temps pour répondre aux revendications d'un syndicat donné. Parce que le problème est que ça fait ce qu'on appelle un effet d'entraînement. Les autres disent « et nous ?» Comme vous êtes d'accord, et nous maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut qu'il y ait une politique globale, n'est-ce pas, une politique globale de l'emploi, d'une manière générale, dans nos États. Les privilèges sont allés ailleurs. C'est des privilèges politiques, des privilèges de positionnement. C'est-à-dire que des gens sont payés d'une façon honorairement exorbitante dans nos pays quand on essaie de capitaliser cela et qu'on amène à chacun à sa juste valeur. Et je crois qu'en menant une bonne politique rationnelle économique dans nos pays, nous pouvons satisfaire à ces besoins-là. Mais il faut voir les salaires. Les salaires sont disproportionnés dans nos pays. Il y a des gens qui touchent 10 fois plus, ils travaillent moins. Et il y a des gens qui s'échinent à travailler du matin au soir, ils gagnent peu. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une injustice dans ce domaine-là qui fait que ça frustre en fait. Mais je crois que les syndicalistes sont dans leur rôle parce que c'est la lutte syndicale qui fait avancer le pays. Et comme vous l'avez dit, souvent le gouvernement craint. Ah, mais si j'accorde cela et les autres, et automatiquement vous accordez, les autres sont à l'affût, ils attendent. Quand vous accordez, et tout ça là, c'est dans le paquet comment dirais-je, du bilan, c'est-à-dire du budget national. Et le budget national, il faut maîtriser cela. Si on ne maîtrise pas, il y a certaines contraintes qui vous amènent à la chute. Mais c'est évident que ce type de revendication, ce type de revendication satisfaite aura forcément une incidence sur le budget au Mali. Mais le front social, vous l'avez rappelé, la Diovi, c'est toujours tendu et des grèves persistent dans plusieurs autres secteurs, notamment l'éducation nationale où actuellement ce sont les enseignants qui boudent les salles de classe, qui réclament également la MNCC des augmentations de salaire. Votre avis déjà, la Diovi, sur cette grève et la posture que devrait adopter l'exécutif au Mali? Je pense que les syndicalistes ont raison de revendiquer. Je suis complètement d'accord avec les enseignants. Vous savez, étant moi-même fils d'enseignant, personnellement, je trouve que c'est un secteur qu'il faudra aménager tout aussi que celui de la santé. Pas que les autres secteurs ne sont pas des secteurs importants, des secteurs névralgiques, mais le secteur de l'éducation est important puisqu'il faut éduquer.
il faut éduquer. Et ceux qui font ce travail, c'est un véritable sacerdoce et c'est un travail ingrat. S'ils ne sont pas dans les conditions optimales, ou tout au moins des conditions quand même acceptables pour accomplir leur mission, ça pose problème. Aujourd'hui, il y a déjà la question de la sécurité. Tu n'es pas sûr d'aller à l'école et de revenir sans être tué par un fusil parce que le pays n'est pas complètement sécurisé. En dehors de ça, il n'y a pas du matériel puisque lorsqu'il y a guerre, on détruit les infrastructures, y compris les infrastructures scolaires. Et puis, l'enseignant n'est pas considéré à sa juste valeur, n'est pas valorisé tel qu'il le faut. Donc ces revendications-là, je trouve que c'est des revendications complètement légitimes et qu'il va falloir que le gouvernement, le nouveau gouvernement mis en place, joue sa partition. Le gouvernement d'Abdoulaye Idrissa Maïga joue sa partition. Je pense d'abord, c'est ça les défis qui l'attendent. Je sais qu'en venant, il devrait faire en sorte qu'il y ait 30% de femmes dans son gouvernement et également que son gouvernement prenne en compte les groupes signataires de l'accord de paix et de réconciliation signé le 15 mai 2015 à Alger et paraphé plus tard le 20 juin 2015 à Bamako. Mais ils ont essayé de satisfaire ça, mais ce n'est pas encore ça, puisqu'il y a un vrai débat autour de tout ça. C'est pour dire, pour finir, que vous ne pouvez pas gérer les hommes et sans donner les moyens pour que ceux qui sont chargés d'assurer le minimum social se sentent quand même à l'aise. Les enseignants, on doit leur donner ce qu'il faut, même s'ils ne peuvent pas tout avoir à la fois. Alors, non, je voudrais juste dire que l'environnement, vous savez, l'environnement est propice. Les syndicalistes aussi, quand ils veulent mener des actions, ils opèrent sur l'environnement. L'environnement est sensible. On va vers les élections, vous l'avez bien dit. Mais je crois que dans nos pays, il faut opérer ce qu'on appelle une révolution. Une révolution. Parce que, en fait, vous voyez Thomas Sankara, il l'a fait. Quand il est venu, il a commencé par lui-même et ses ministres. Mais tout le monde a suivi. Et il a créé un package d'argent qui a pu financer ses priorités dans le pays. Il faut que nous ayons des patriotes qui soient d'accord de se sacrifier pour le pays. Nous sommes jusqu'à présent dans un processus de développement. Mais on ne peut pas avoir dans nos pays des gens qui juste, ils sont dans des costumes, etc. Ils ont des salaires faramineux. Et en bas, il y a des gens qui courent, de la sueur, ils ont du mal à se soigner. Il y a un déséquilibre total dans nos pays en termes de grille salariale. Tant qu'on ne règle pas ces problèmes-là dans nos États-nations-là, ça va poser des problèmes. Mais est-ce que les pays aujourd'hui ont les moyens de régler ces problèmes-là? Mais nous avons assez de ressources, on les dilapide, ce n'est pas équilibré. Tu vois, si un ministre touche 1 500 000, un ministre, avec d'autres avantages, un directeur d'une société ou bien d'une agence, il va jusqu'à 5 millions. Mais et les autres qui sont en bas, ils font quoi? Ils sont en train de s'échiner chaque jour et c'est eux qui sont les acteurs qui conduisent les politiques de développement que ces ministres-là élaborent. C'est en vertu de quoi? Si c'est pour la nation, pour que le pays, que tout le monde mange, mais il faut équilibrer, il faut qu'on aille au sacrifice. Dans nos États jusqu'à présent, la fonction ministérielle et les autres fonctions ne doivent pas être une sinécure. Ça doit être un sacerdoce, un sacrifice. Nous sommes très loin des conditions de développement en Afrique. Il faut qu'on se sacrifie. C'est ça qui le bas blesse. Parce que tous ces syndicalistes-là, ils savent, comparativement à eux, quels sont les avantages que les autres ont. Tu as vu un directeur, par exemple, de CNHU qui a un salaire faramineux, des conditions. Toi qui cours du matin au soir, tu as du mal à joindre les deux bouts. Mais c'est un paradoxe. Alors, il y a aujourd'hui l'association des élèves et étudiants du Mali qui a donné de la voix à faveur d'un point de presse. Il demande tant aux autorités qu'aux syndicalistes et aux enseignants de trouver une solution parce qu'aujourd'hui, c'est le spectre de l'année blanche qui est en train de planer sur le Mali. C'est toujours comme ça, le malaise est profond. Tu sais, tous les pays sont confrontés à ces problèmes-là. Aujourd'hui, demain c'est le Sénégal, après demain c'est le Mali, après c'est le Bénin, etc. Nous sommes dans cette dynamique-là. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une injustice totale dans la gouvernance. Il faut qu'il y ait des équilibres en termes de grille salariale. C'est extrêmement important. Nous sommes dans un pays où tout le monde doit se sacrifier.
Mais les autres ne pourront pas se sacrifier et d'autres sont dans des conditions avec des avantages faramineux. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Alors, Lamine Cissé, la nomination du Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga, est-ce que le timing est anodin? Oui, parce que, en fait, c'est un gouvernement de combat. Hein. C'est tout à fait normal qu'on change un homme neuf qui vient, ça crée une certaine motivation. Parce que l'autre, quand il est là, avec ses insuffisances, ça ne peut pas amener Boubacar Keïta à espérer avoir un électorat. Il faut changer, amener des hommes neufs, ok? Parce que nous allons, des hommes de combat, de terrain, parce qu'on va vers les élections. Là, tout ce qui reste au Mali, ce n'est pas le travail. Le travail, c'est pour la réélection du président. Il faut pas se leurrer. Voilà. Et bien, Bella Diovi, aujourd'hui, on est en droit de se poser des questions. Ça fait quand même le 4e Premier ministre que le président Ibeka consomme en 4 ans de gouvernance sur les 5. Oui, non seulement le 4e gouvernement, mais surtout, c'est pour la première fois qu'il choisit un Premier ministre de son parti, du Rassemblement pour le Mali, RPM. Alors, il faudra comprendre que d'abord et avant tout, c'est un gouvernement de combat pour faire en sorte, et il ne faut pas oublier le choix d'Abdoulaye Maïga n'est pas anodin. Il était le directeur de campagne d'Ibeka pour la présidentielle de 2013. Donc, il a choisi cette fois-ci, mais il faut dire que c'est un homme rigoureux et intègre. C'est un homme rigoureux et intègre. Il a choisi pour qu'il puisse conduire la politique gouvernementale de telle sorte à calmer la crise sociale et également lâcher du lest du côté des différents mouvements des groupes djihadistes et faire en sorte qu'il y ait un peu de calme avant la présidentielle qui est en 2018. Donc c'est fondamentalement ça l'objectif de ce gouvernement-là. Ça permet vraiment de redonner de la couleur à la politique gouvernementale, faire en sorte que les failles qui ont été constatées jusque-là et qui peuvent être de nature à empêcher le président Ibrahim Boubacar Keïta de rempiler, que ces failles-là soient rectifiées, que ces fissures-là soient réglées. Je pense que c'est ça fondamentalement. Alors, beaucoup dénoncent le nombre pléthorique de ministres, on en a quand même 35, mais est-ce que 35 ministres, ce n'est quand même pas à la taille du Mali? Le Mali est grand, hein? Ça fait plus d'1 million de kilomètres carrés. Mais la taille, c'est pour avoir le dispatching sur l'ensemble du territoire et aller au combat politique. Je vous ai dit, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est calculé. C'est tout à fait normal. Hein? Dans nos pays africains, il faut un gouvernement. Et puis vous avez dit, hein, il a tout dit. Celui qui est placé, c'est un homme de confiance, un homme politique, qui a une expérience en matière de mobilisation. De campagne, voilà. Donc il sait l'homme qu'il faut à la place où il voudrait et comment l'utiliser. Et vous savez, en Afrique, excusez-moi, nos mentalités, à la base, c'est celui qui est au pouvoir, c'est un don de Dieu. Donc ils ont un impact psychologique sur la population. Donc, vive la campagne, quoi. Et Bella Diovi, aujourd'hui, on est en train quand même d'occulter les difficultés que rencontre la population. On n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité à tout moment, à Bamako même, à la capitale. On a des difficultés pour jouir de ces soins ou de ces privilèges, on va dire, qui sont quand même élémentaires pour tout citoyen. Est-ce qu'aujourd'hui, on occulte de satisfaire les besoins du peuple malien au détriment de la prochaine présidentielle? Ah, mais pour un politique, il faut allier les deux. Et je pense qu'on ne peut pas dire complètement que le président Ibeka occulte ce volet de la question, puisque ce sera essentiel pour sa réélection ou non. Je pense que cela est fondamental. Et je crois que pour revenir sur la question du nombre de personnalités au sein du gouvernement, de l'équipe gouvernementale, il faudra considérer que le 8 mars dernier, lors de la Journée internationale de la femme, le président Ibeka a promis 30% de femmes au sein du gouvernement. Il faudra prendre cela en compte. Il faudra prendre en compte
qu'il devrait mettre dans ce gouvernement également des représentants des groupes signataires de l'accord de paix et de réconciliation. Cela est très important, des groupes qui sont vraiment très pressés de participer au gâteau national. Donc il ne peut pas occulter cet aspect-là si dans un an il compte rempiler. Et puis les acteurs traditionnels de la politique malienne. Donc cela peut expliquer ce qui s'est passé. Et puis on a l'impression qu'avec la guerre et tout le reste, le Mali n'est pas riche. Le Mali est riche. Le Mali est riche. Et pour cela, il faudra avoir un gouvernement de 35 membres. Ça, c'est un autre débat. Mais concrètement, le Mali ou les acteurs politiques, ou plus précisément, le gouvernement malien doit quand même faire un peu plus d'efforts. Cela dit, si nous devons aller plus en profondeur, on sait très bien que la morosité actuelle est due à bien des acteurs et qui vont au-delà du territoire malien. On en parlera certainement. Absolument. Lamine Cissé, aujourd'hui, on a remarqué quand même qu'il y a eu des changements, notamment au ministère de la Santé, notamment au ministère de l'Éducation. Est-ce que ces ministres-là ne payent quand même pas le prix de la fronde sociale qui s'est organisée dans ces secteurs-là, puisque ce sont quand même des ministères assez sensibles qui ont changé de porte. Oui, mais le ministre ne peut rien contre un syndicaliste qui revendique qu'il vaut bien manger de plus. Dans le domaine de la santé, par exemple, on avait l'impression, Heribert Abel Adjovi, que les ministres ou le ministre ne prenaient pas à cœur les revendications des travailleurs, puisqu'il y avait eu des discussions, rien ne leur avait été concédé. Pendant qu'ils demandaient 100 000 francs CFA, on leur proposait 5 ou 6 000 francs CFA tout au plus. Et finalement, il y a eu 38 jours de grève et ils ont eu les 100 000 francs. Le ministre ne fait que conduire la politique du gouvernement que le président a définie. Il n'a pas totalement la main libre de faire ce qu'il veut. Donc, quand on parle du ministre, c'est l'orientation qui lui a été donnée, qu'il est en train de faire. Mais il ne faut pas oublier que le Mali est sous pression sécuritaire. Et ça même, c'est-à-dire ça déstabilise tout projet. Parce que le Mali, le gouvernement, moi je tire chapeau à ces deux gouvernements, ces deux présidents qui sont passés, la fin de AB et puis Boubacar Keïta. Boubacar Keïta est venu dans un environnement de chaleur au Mali. Donc il faut tenir compte de cela. Ça creuse sur le budget et ça creuse sur le temps et les efforts. C'est extrêmement important. Alors moi je dis, il faut saluer. 25 ans en arrière, et Mali aujourd'hui, quand je fais la comparaison, c'est un pays qui est en train d'avancer sur le plan économique, infrastructure, etc. Ils sont en train d'évoluer. Seulement, il faut se battre pour qu'il y ait la stabilité au nord et que vraiment qu'il n'y ait pas le spectre, cette peur qui envahit tout le Mali. Ce que je voudrais tout simplement dire, moi, à un an d'une échéance, tout gouvernement pour moi, ce n'est pas un gouvernement qui est venu pour les politiques de développement. Ils sont venus pour réélire le président de la République. C'est ce qui est réel. Donc, les techniciens sont en train de travailler. Parce qu'un gouvernement, pendant 4 ans, la politique que tu n'as pas mis en place, ce n'est pas un an que tu vas mettre ça en place. Exécuter ça quand? Ils sont en train d'évacuer les choses courantes en attendant, maintenir cette stabilité-là et aller aux élections. Vous allez voir, sous peu de temps, ils vont commencer à descendre sous forme de tournée gouvernementale, mais c'est des campagnes qui vont commencer. Alors, Heribert Abel Adjovi, Lamine Cissé, sur ce même plateau, avait demandé qu'on fasse un gouvernement d'union nationale au vu des enjeux et au vu des impératifs et qui sont imposés à l'exécutif malien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'opposition n'est pas partie à ce gouvernement-là. Quel est votre avis? Quel est votre avis là-dessus? Mais je pense que c'est au président Ibrahim Boubacar Keïta de définir la politique gouvernementale. C'est vrai qu'il y a eu la conférence d'entente nationale dernièrement et qui demandait qu'il y ait une large participation. Tout le monde a finalement participé aux assises. Voilà, tout le monde a participé. Maintenant, par rapport à l'équipe gouvernementale, c'est évident que tout le monde ne peut pas être présent. Quand même, il y a eu un effort qui a été fait. Cela est très important. Maintenant, il faudra aller loin. Il faudra aller loin parce que quelle est la situation que nous avons?
Nous avons aujourd'hui au Mali, et depuis longtemps, mais ça s'est exacerbé avec les groupes extrémistes, les groupes djihadistes qui accélèrent leurs actions, notamment au centre et également au nord de ce pays. Et il faudrait maintenant très très rapidement rentrer en négociation avec ces groupes extrémistes. Ça fait partie d'ailleurs des recommandations de la conférence d'entente nationale. Il faudra le faire et puis faire en sorte que les actions de la... Parce que c'est ça aussi l'autre volet. On parle de ce que le Mali doit faire, mais il y a également ce que la communauté internationale fait sur place, puisque l'assistance et la présence de la communauté internationale au Mali, à travers notamment la MINUSMA, est plus réelle que vraiment l'impact des actions de la communauté internationale au Mali. Et ça, c'est un autre problème, parce que c'est vrai, l'Afrique a perdu beaucoup de ses fils, de ses soldats sur le sol malien, mais de l'autre côté, on a l'impression qu'il y a un jeu, et le jeu s'exprime en quels termes? C'est que les Occidentaux, si je veux m'exprimer ainsi, donnent ce qu'il faut, les fonds nécessaires pour intervenir au Mali, mais en même temps, une partie de ces Occidentaux savent que, notamment au nord du Mali, il y a de l'uranium, il y a une nappe phréatique inépuisable, il y a également du gaz, du pétrole, il y a des ressources minières à exploiter. Donc on crée une situation de chaos contrôlé, pour utiliser un terme géopolitique. Et tout ça permet évidemment de continuer à soutenir le Mali, mais en même temps de piller les ressources du pays. Et d'ailleurs, feu le guide libyen Muammar el-Kadhafi parlait déjà au peuple malien que si ils ne font pas attention, le nord du Mali, qui regorge de ressources minières, fera que les Occidentaux viendront assiéger le Mali. Et j'ai l'impression qu'on y est déjà. Alors, Lamine Cissé, aujourd'hui, l'opposition ne sera pas au gouvernement. Vous avez appelé à ce gouvernement d'union nationale, à cette cohésion entre tout le monde. L'opposition n'y sera pas. Votre réaction par rapport à cela? Soumaïla Cissé a dit que c'est une grande déception, le chef de file de l'opposition, après la conférence d'entente nationale, qu'on s'attendait à un gouvernement qui allait être résolument engagé pour faire face aux défis. Et que le président a dit, je cite, que tout le monde est dans le train, mais qu'on constate que la CMA et la plateforme sont descendus à la prochaine gare. Votre réaction? Oui, je crois que ce n'est même pas important pour l'opposition. Aujourd'hui, à 1 an des élections, est-ce que ça fait même une année? Des élections qui rentrent dans le gouvernement. Dans ma langue, c'est ce qu'on dit, je n'ai pas mangé et vous voulez tâcher ma bouche d'huile. À 1 an, un gouvernement d'union nationale, c'est pour créer une certaine stabilité et permettre au président là de se réélire facilement. Mais selon les termes de l'accord, au moins la CMA et la plateforme auraient dû... La CMA, vous savez cette CMA là, franchement, je crois qu'ils sont pires que les syndicalistes. Hein. Comment? Non mais, regardez, c'est-à-dire que tous ces dysfonctionnements là, c'est la CMA. Ils sont pires que les revendications de la CMA et les revendications des syndicalistes. Vous les rendez responsables. Les syndicalistes, c'est des travailleurs qui sont en train de travailler quotidiennement et qui veulent qu'on augmente leurs conditions. Ces gens-là grugent le budget national en créant de la diversion. Et derrière eux, il y a des gens qui sont là en train de créer la diversion. Vous savez, ils ne sont pas prêts à ce que le Mali soit un Mali. Ils veulent créer des Mali. Alors que ça, ce n'est pas le peuple malien est un et indivisible. Ce que je voudrais dire pour ce gouvernement-là, l'opposition n'a qu'à s'opposer, mais contribuer à créer la stabilité et la paix. Il faut que l'opposition collabore avec le gouvernement sur place pour créer les conditions de stabilité et de paix au Mali, parce que c'est profitable au Mali et c'est profitable à la sous-région. Mais maintenant, rentrer dans le gouvernement, il va aller faire quoi? Dans une démocratie, il faut que l'opposition s'oppose, mais s'oppose dans l'espace démocratique. Je ne vois pas Ismaïla Siré entrer dans le gouvernement à 1 an de la fin. Mais pour faire quoi là-bas? Non, moi je ne suis pas pour cette méthode-là. Mais je voudrais qu'il y ait un gouvernement d'union nationale pour les antagonistes qui sont en train de se battre pour des morceaux de terre, des parties de terre, quoi. Moi, je veux contrôler ici. Ces gens-là, ils n'ont qu'à rentrer, ils soient confrontés à la gouvernance.
C'est ce que je demandais. Ils ont refusé. La CMA, on leur a proposé, on leur aurait proposé 2 postes ministériels, ils ont refusé. Mais ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, ce n'est pas ça. C'est de créer cette diversion dont je parle là. Le prochain gouvernement, là, la CMA, là, sera toujours là en train de revendiquer. C'est pourquoi j'ai dit, il faut que le Mali soit un État fort, avec une armée puissante, une armée républicaine puissante, pour établir l'ordre sur l'ensemble du territoire. Puisque, comme il l'a dit, les puissances ont failli. La France est venue, il pouvait régler ce problème-là. Mais il a laissé cela comme ça, il est parti. Il a détruit la Libye. Il est venu au nord du Mali pour dire les djihadistes, il a détruit les armes. Il dit, bon, continuez à vous chamailler. Là, ça nous donne, nous, la force, nous, la France, de venir tout le temps vous contrôler. Ne portez pas des accusations. Non, pas des accusations. C'est politique. C'est politique. Eh bien, la Diovi, votre avis par rapport au fait que la CMA dise que, normalement, pour qu'il y ait un gouvernement, on devrait suivre les thèmes de l'accord, c'est-à-dire consulter tout le monde et non leur proposer de portefeuille. Eux, ils ne sont pas dans cette logique-là. Ils ont refusé d'aller à ce gouvernement à cause de ces justifications-là. Oui, vous voyez, tout ça, c'est ridicule parce que on infantilise les gens. Vous voyez, on a eu un président élu au terme de la présidentielle de 2013. Normalement, on ne doit pas parler de gouvernement d'union nationale et surtout pas à 1 an d'une autre présidentielle. Mais c'est vrai qu'on est au Mali et qu'au Mali, la communauté internationale agit, est présente, mais cette même communauté internationale est responsable de bien de choses sur place. Maintenant, la classe politique qui est complètement irresponsable, notamment la classe politique de l'opposition, qui ne joue pas sa partition telle que ça devrait être, puisque normalement, à 1 année de la présidentielle, on ne devrait pas parler d'un gouvernement coûte que coûte d'union nationale. Mais ce qui est sérieux, c'est vraiment la question sécuritaire au Mali, et je suis complètement d'accord avec mon co-débatteur sur la question du rôle que joue la communauté internationale, le double rôle. Parce que quand on parle de communauté internationale, on sait très bien que d'abord, c'est l'Occident. Et on peut dire qu'il y a un effort pour stabiliser le pays, mais derrière cet effort, et là, c'est là le double jeu, derrière cet effort, on essaye de soutenir les groupes armés pour qu'il y ait un chaos contrôlé. Cela permet de continuer de piller le Mali. Et je dis que la solution pour la sécurité du Mali, que l'Occident soutient les groupes armés. On n'a pas besoin, de faire Sciences Po pour savoir qu'au Mali, la solution à la sécurité du Mali se trouve à Paris plutôt qu'à Bamako ou à New York. Si la France veut, la France peut régler la question de la sécurité du Mali. On sait très bien pourquoi on en est là aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y a pas que la France, mais la France joue un rôle important du fait de l'histoire coloniale et de ce qui se fait sur place aujourd'hui. Tant qu'il y aura l'uranium, tant qu'il y aura une nappe phréatique telle que on le sait, et tant qu'il y aura le gaz, le pétrole, tant qu'il y aura le calcaire et tout ce que vous savez, notamment dans le sous-sol du nord Mali, ce n'est pas demain la veille de la fin de la crise. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, et je ne suis pas sûr que c'est demain la veille. Alors, le président Ibrahim Boubacar Keïta a fixé au nouveau Premier ministre, on va en parler aussi, Abdoulaye Idrissa Maïga, 4 missions prioritaires. Il s'agit en gros, selon le communiqué officiel de parachever la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Votre réaction par rapport à ça? Est-ce que ce gouvernement-là participe du parachèvement, si on peut le dire, de la mise en œuvre de l'accord de paix? Oui, ça c'est tout à fait, ça s'impose quoi. Ça c'est la négociation pour avoir la paix s'impose. Parce que aucun gouvernement ne peut être opérationnel sans la paix. Ça, c'est une des priorités. Alors, deuxième mission, c'est d'apaiser le climat social. Le fait de satisfaire aux revendications syndicales du secteur de la santé participe déjà, on peut le dire, de cette seconde mission assignée au gouvernement du Premier ministre, Idrissa Maïga. Oui, tout à fait. S'il n'y a pas la paix sociale, il ne peut pas y avoir de développement. Seulement, il ne faudrait pas que ce soit au pifiomètre qu'on règle les problèmes comme nous le faisons. Il faut que nous ayons des vues prospectives dans nos politiques de développement en Afrique et que
qu'il y a déjà des cadres de négociation entre gouvernement et acteurs sociaux. Mais il faut réfléchir à comment régler les situations sur le long terme. Quelle est la cagnotte? Mais la cagnotte n'est pas que pour les travailleurs. Il y a également les autres acteurs sociaux. Il y a également la population qui a besoin de l'eau, qui a besoin de l'électricité, qui a besoin de pistes rurales, qui a besoin de meilleures conditions de vie. L'autre parlerait de minimum social commun. Donc, dans tout ça, il faudrait que l'on puisse voir l'assiette, que la minorité intellectuelle, la minorité au travail, ne pense pas qu'en dehors d'elle, il n'y a plus personne au Mali. Donc ça, c'est très, très important. Parce que comme la classe politique fait ce qu'elle veut et gaspille les ressources de l'État de connivence réelle ou supposée avec les groupes rebelles et également avec les puissances extérieures, alors les acteurs sociaux, lorsqu'il y a négociation, eux-mêmes font de la surenchère. Et tout cela participe de la paupérisation davantage du peuple malien qui souffre beaucoup et qui souffre de la guerre également, une guerre qu'on peut faire cesser si on le veut. Ok. Abdoulaye Idrissa Maïga aussi doit mettre en œuvre le programme présidentiel d'urgence sociale et adapter la diplomatie malienne aux exigences de la place et du rôle du Mali dans les questions régionales et internationales. En gros, c'est ça, les grandes missions qui lui sont assignées. Alors, il a réagi et il dit que pour réussir dans ces missions-là, il mise sur une gestion saine des deniers publics. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire de la politique politicienne? On sait qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont sali la gouvernance IBK, notamment l'affaire du contrat d'armement, notamment l'affaire liée à l'avion présidentiel. Il y a autant d'affaires qui ont entaché la gouvernance du président IBK. Aujourd'hui, venir parler de gestion saine des deniers publics. Vous savez, est-ce que c'est réalisable? Là, on ne peut pas donner une appréciation profonde sur la gestion avion présidentiel. Au Sénégal, ça s'est passé quand le président Wade a voulu changer. Les gens ont polémiqué. Au Bénin, ici également. Parce que, enfin, il y a... Quand on n'est pas proche de la marmite pour savoir ce qui est dans la marmite, il ne faut pas apprécier la marmite. Je crois que nous, ce que nous pouvons dire est que la corruption d'une manière générale est en train de plomber l'économie de nos États, y compris le Mali. Donc s'il dit qu'il faut mettre fin à cela pour qu'il puisse atteindre ses objectifs, il faut voir le degré de corruption dans la gouvernance malienne. Peut-être que lui, très proche de la situation, il connaît mieux le degré de cette corruption-là. Donc si par exemple on parvient à descendre cette corruption-là au niveau le plus bas, on peut avoir dans une cagnotte beaucoup d'argent qui puisse le permettre de faire beaucoup de politique sociale. Je crois que c'est de cela qu'il parle réellement et que ça veut dire que pendant cette année-là, il va s'engager à lutter contre la corruption. Parce que dans la continuité, le gouvernement qui viendra, si c'est le même gouvernement ou si c'est un autre président, je crois que ça c'est indispensable. Ça c'est devenu un slogan politique maintenant dans nos jeunes nations, lutter contre la corruption, mais les éléments réels, l'action sur le terrain de lutte contre la corruption. Y a-t-il suffisamment d'éléments aujourd'hui pour faire une gestion saine des deniers publics au Mali? Je crois quand même que Abdoulaye Idrissa Maïga est quand même un homme réputé rigoureux et intègre. Cela est très important. Et puis, il a été de tous les gouvernements. Il a été ministre de l'Environnement, après ministre de l'Administration territoriale, puis ministre de la Défense nationale et aujourd'hui Premier ministre. Je pense qu'il est arrivé, comme on pourrait dire dans d'autres conditions, au sommet de l'art. Il est bien placé et puis il est de Gao. C'est un élément qui n'est pas à négliger, c'est un élément très important. Donc il est quand même à même de mieux cerner les problèmes et donc d'appliquer, de faire le diagnostic et d'appliquer comment on appelle la posologie nécessaire pour que le Mali, à défaut que tout change tout de suite, que le Mali quand même se porte mieux
qu'hier. Et cela, je pense qu'il a les moyens d'y arriver. Et il va falloir juste que le président Ibeka lui laisse les coups des franges, et je pense qu'on peut compter sur lui. Alors, nous allons rapidement opiner sur la haute autorité de la communication, c'est le nom au Mali, qui a décidé de fermer 47 radios privées qui émettent, selon cette haute autorité-là, illégalement. Lamine Cissé. Ils vont les fermer illégalement ou quoi? Parce que ces radios opèrent illégalement. Bon, il faut, je crois que... Mais il faut les appeler à se conformer à la légalité que de les fermer. Moi, je pense que l'espace audiovisuel dans un pays participe. Regarde tout l'étendue du territoire malien, c'est grand. Hein? Le Mali est très grand. Il faut qu'il y ait des espaces de communication pour permettre à la population de comprendre ce qui se passe. Donc c'est extrêmement important. Le Mali est le privé de 47, vous dites? C'est pour moi, il faut que j'aille au fond du dossier, mais... 47 au moins. 47 au moins. Bon, je crois que... Je ne sais pas si ils ont été sommés à se régulariser, ils ne l'ont pas fait, et c'est la décision ultime maintenant, c'est de les fermer. Mais moi, je vois toujours mal de fermer une radio ou une télévision. Pour moi, il y a d'autres méthodes qu'on devait utiliser pour permettre, n'est-ce pas, cet espace de liberté, n'est-ce pas, qui permet aux populations, qui permet d'être en contact avec les populations et d'informer les populations. Si, par exemple, ces radios-là étaient des radios qui sont des radios qui donnent des informations de nature à soulever, à créer un soulèvement populaire, là, on peut le comprendre. Mais si c'est par conformité seulement, ils sont illégaux, il faut les amener à être formels. Moi, c'est ça que je pense. Alors, Ebela Belajobi, votre avis sur la question, vous qui êtes journaliste, aujourd'hui on décide de fermer 47 radios privées au Mali. Bon, il y a l'Union des radios et télévisions libres du Mali, qui est quand même une très grosse association, qui compte plus de 400 radios, en gros, qui dit que normalement on ne peut pas les fermer et qu'on doit les aider à attendre et que ces radios-là se conforment à ce qu'on leur reproche. Voilà. Je dis juste, en tant que journaliste et également juriste, qu'il faut tenir compte de deux choses pour régler cette situation. L'expression plurielle est un droit démocratique, mais en même temps, nul n'a le droit nul n'est censé ignorer la loi. Je pense qu'il faut tenir compte de ces deux aspects-là pour régler cette situation. Tant que ce n'est pas pour régler des comptes personnels, il va falloir quand même que ces radios se conforment à la légalité. Je pense que ça, c'est très, très important. On ne peut pas nager dans l'informel, surtout dans un pays où l'insécurité est aussi grandissante. Absolument. Cela, c'est très important parce qu'il faut être juste. Cela dit, le Mali a besoin de développement, la presse a besoin de jouer son rôle, mais tout cela, chacun doit pouvoir agir de telle sorte que on n'en rajoute pas à la situation de crise sécuritaire une autre situation de crise médiatique où la presse est à couteau tiré avec le gouvernement. Les associations de presse doivent parler à ces radios privées-là pour que ces radios se conforment à la légalité. Je pense que ça, c'est très important. Le Mali a déjà trop de problèmes. Les populations maliennes souffrent déjà beaucoup pour qu'on en rajoute et que cela soit maintenant un autre thème de campagne. Alors, selon le président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, en gros, c'est que ces radios ont soit des autorisations partielles qui sont déjà obsolètes ou soit ont des difficultés à se conformer pendant que d'autres radios sur l'échiquier de la communication au Mali ont des passe-droits et ont des facilités à se conformer. C'est ce qu'il dit en gros pour dire qu'on ne peut pas fermer ces 47-là et qu'il vaut mieux les aider à se conformer. Mais donc, vous savez que dans la vie, il y aura toujours des gens qui auront des faveurs. La vie est ainsi faite. Maintenant, la liberté d'expression est un droit constitutionnel, mais en même temps, nul n'est censé ignorer la loi. Il faut se conformer à la loi. Maintenant, si vous cherchez à vous conformer à la loi et qu'on vous empêche, ça c'est un autre débat. Voilà, donc nous voulons aider à réguler le secteur, à lutter contre les radios qui ne respectent pas la déontologie, mais de grâce qu'on nous aide, qu'on aide les radios à grandir, à ajouter le président de l'URTEL, l'Union des radios et télévisions libres du Mali, qui réunit, je l'ai rappelé, plus de 400 radios libres réparties
sur le territoire malien. Ce sera déjà tout pour le débat du jour. Était sur ce plateau Heribert Label Adjovi, journaliste spécialiste des questions internationales. Face à lui, Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt sur SICA.